Bonjour, ici Rémi, infirmier diplômé de quasiment 10 ans d'ancienneté avec un parcours réa soins intensifs, neurocardio, respi, prestataire pneumo également. Donc la pneumologie, je connais un petit peu. Si je vous réunis, c'est parce que ça me tient à cœur de prendre en notion, de vraiment de balayer les conduites à tenir, vraiment qu'est-ce qu'on fait devant un BPCO en détresse respiratoire aiguë, hein, les bronchites chroniques obstructifs. C'est vraiment sous-coté. D'ailleurs, quand on voit un patient arriver avec la fiche des antécédents, il y a marqué juste BPCO. Sauf que derrière BPCO, il y a tout un monde et il y a surtout un être humain. Comment on prend en charge en tant qu'infirmière la détresse respiratoire aiguë du patient BPCO? Vous allez savoir à la fin de ce cours si on lui met de l'oxygène ou pas, et à combien surtout. Et quelles sont les actions, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière ce mot BPCO pour en savoir beaucoup plus. Vous en saurez beaucoup plus que 80% des stagiaires qui débarquent dans des services de pneumo à la fin de ce cours. On va savoir si on lui met de l'oxygène ou pas, à ce BPCO qui fait une crise, combien on va lui mettre, parce que ça aussi c'est un sujet à confusion, hein. Attention, il ne faut pas mettre 2 litres parce qu'il ne peut pas cracher son gaz carbonique. Ah oui, on peut mettre 10 ou 15 litres, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous serez beaucoup plus que 80% des personnes qui arrivent en pneumo. Commençons par la physiologie et les mécanismes. Très simple. N'allez pas chercher midi à 14 heures, comme on dit chez nous dans le sud. Il y a de l'oxygène qui rentre et du CO2 qui sort. Quand j'inspire de l'air et de l'oxygène. Il y a 21% d'oxygène dans l'air que je respire. Eh bien, je fais rentrer de l'oxygène. Ça arrive dans mes petites bulles, les alvéoles que j'appelle les oliviers, parce que chez nous, dans le sud, on a des arbres qui sont des oliviers. Eh bien, moi, j'aime imager et faire pareil pour les bronches et les poumons. Imaginez que c'est un arbre sur lequel, au bout, vous avez des pommes. Si vous avez plus de pommiers à la maison, nous, on a des olives. Eh bien, au bout des olives, donc les olives, ce sont les alvéoles. Et à l'intérieur de ces olives, il va y avoir les échanges gazeux entre le gaz carbonique qui se situe dans les capillaires pulmonaires, et l'oxygène qui se situe beaucoup plus dans les alvéoles. L'oxygène arrive, tac, il y a une diffusion passive par gradient de concentration. Voilà, c'est un mot, un jargon médical, mais simplement retiens que c'est une diffusion passive de gaz sans besoin d'énergie entre l'oxygène et le gaz carbonique. Ils vont toujours du plus concentré vers le moins concentré. Voilà, on va toujours du plus concentré vers le moins concentré. On aime bien aller là où il n'y a pas assez de touristes parce que c'est plus safe. Eh bien, c'est pareil avec les gaz. Physiopathologie. On a une agression. Il y a plusieurs étapes hein, pour devenir BPCO. Ne crois pas que tu vas devenir BPCO du jour au lendemain en chopant une bronchite. Par contre, j'aime bien parce que le BPCO, il en choque plusieurs des bronchites, hein. Il se réveille avec la toux matinale productive, avec une bronchite carabinée qui peut durer jusqu'à un mois, mais il ne s'inquiète pas. C'est un fumeur en général, donc il se dit, mais c'est rien, c'est de la cigarette. Oh, c'est rien, c'est les saisons, c'est les allergies à plein de pollen. Oui, tu parles, mon coco. Tu veux pas faire de FR, tu veux pas aller voir un pneumologue, sauf que tu es en train de retarder une pathologie incurable et que du coup, à chaque fois que tu feras une crise, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué de te gérer. Donc, ça commence par une agression, tabac, polluant. C'est pas que le tabac, hein. On fait, bien sûr, le tabac, c'est la priorité, mais combien de femmes de ménage avec un contact quotidien de produits irritants j'ai vu atteintes de cette pathologie alors qu'elles ne fumaient pas? Combien de non-fumeurs qui étaient fumeurs passifs parce que leur femme ou leur mari fumait sont atteints de cette pathologie? Combien de personnes qui ont des travaillé par exemple dans des chantiers navals avec des polluants, vraiment des produits, des peintures spécifiques, des personnes qui travaillent dans des chantiers peuvent attraper cette maladie? Donc il y a une agression bronchique au quotidien et à la longue, ça va créer une inflammation bronchique, un recrutement des cellules inflammatoires, il va y avoir des libérations de médiateurs parce que le corps va se défendre. Comme d'habitude, c'est une agression dans laquelle le corps se défend et cette défense va dégénérer et va abîmer la lumière bronchique, l'activation des fibroblastes, un remodelage du cou bronchique et une hyperproduction de mucus. Rappelez-vous, cette toux productive typique du BPCO quand il se réveille le matin après avoir fait un alitement prolongé. Réduction de la lumière bronchique, piégeage d'air. On retient simplement cette phrase, la bronche s'enflamme, s'épaissit, se bouche, l'air reste piégé, c'est très simple. Et après, on a le stade d'emphysème. Et là, s'il vous plaît, quand vous avez les antécédents du patient et que vous voyez que c'est un patient qui a de l'emphysème, ça veut dire qu'à cet endroit-là, les poumons ne fonctionnent plus. C'est terminé, fin du game. Il n'y a plus les alvéoles qui se sont regroupées, qui ont formé des bulles, qui ont éclaté. À cet endroit-là, il n'y a plus d'échange gazeux. Donc ne demandez pas à quelqu'un qui a de l'emphysème de faire le 100 mètres ou d'aller prendre sa douche tout seul. S'il est bourré d'emphysème, s'il est fatigué, c'est normal. Résultat, on baisse en oxygène, donc hypoxie, on monte le CO2, hypercapnie. En plus de l'hypoxie, on a des fois, et bien souvent, des hypoventilations associées. Oui, non, parce que c'est trop facile d'avoir juste un patient BPCO, vous le savez très bien. On a une population qui vieillit avec des polypathologies, et c'est souvent ce tableau clinique que vous allez avoir, avec une obésité associée, parce qu'il ne peut plus faire de l'effort, donc il commence à prendre du poids. Il a des pathologies comme le diabète qui peuvent aggraver, et surtout la scoliose. Et dans cette pathologie obstructive, ce tableau obstructif de difficulté d'expiration, la scoliose va majorer ce problème. On n'est pas sur un tableau de restrictif, comme on peut voir par exemple chez des myopathes la SLA, des types comme ça. Non, là, c'est pas un problème de volume, c'est vraiment un problème à l'expiration. Il n'arrive pas à cracher son gaz carbonique. Donc ça va entraîner des hypercapnies. Diagnostic, c'est là où c'est intéressant parce que au-delà de la feuille où il y a marqué sur les antécédents BPCO, déjà, ça nous donne rien du tout. C'est là les informations qu'il va falloir aller chercher. Tu vas en savoir beaucoup plus que 80% des autres personnes. Spirométrie, dès que tu vois BPCO, s'il n'y a rien d'autre à côté, va me chercher la spirométrie. Pour moi,
Si tu vois un patient où il y a marqué BPCO et que tu vas pas chercher cet élément, c'est comme si tu vois un patient cardiaque avec les coronaires bouchés et des antécédents de pose de stent et que tu te demandes pas quel est le dernier ECG, quel est le dernier iono. Voilà. Donc là, c'est pareil pour le BPCO, c'est quelle est la dernière spirométrie pour évaluer la gravité, quel est son VEMS, c'est-à-dire le volume expiratoire maximal à la première seconde qu'il a soufflé dans la spirométrie. C'est quoi sa capacité pulmonaire? Et combien il consomme de tabac, hein? Parce que est-ce que c'est encore un tabac actif ou pas? Et surtout son état clinique. Parce que vous allez voir que un patient classé avec le score officiel, par exemple, Gold 3, eh bien, ça ne sera pas le même patient Gold 3 à côté. C'est pas parce que c'est deux Gold 3 qu'ils auront la même capacité ou la même réaction face à une détresse respiratoire. Le VEMS, on considère qu'il est normal, supérieur ou égal à 80% de la valeur théorique. C'est-à-dire que on va prendre en fonction de l'âge, du poids, de la taille, le sexe, on va dire, tiens, par rapport à ces critères, voici sa valeur normale à 80%. Donc s'il est à 80% à la spiro, eh bien, c'est raisonnable. S'il est inférieur à 50%, ça commence à être un patient BPCO vraiment grabataire. S'il est inférieur à 30%, je peux vous dire que c'est une personne qui va pas falloir aller bousculer le matin. S'il est fatigué qu'à 10 heures, il dort encore, c'est normal, même s'il y a un rythme à l'hôpital à respecter. C'est pas parce qu'il s'amuse, c'est que vraiment, il est grabataire. Il ne peut pas faire beaucoup d'efforts, son autonomie est diminuée. Plus le VMS baisse, plus la réserve respiratoire diminue. Classification Gold, on y est. Voilà. Quand tu vois antécédent BPCO, je veux que tu ailles me chercher la spirométrie, le résultat. Et du coup, la classification Gold, c'est quoi? Est-ce que c'est un Gold 1, un Gold 2, un Gold 3 ou un Gold 4? Là, un Gold 1, c'est 80%, le Gold 2, 50-79, le Gold 3, 30-49, et un Gold 4. Et vous allez en voir beaucoup, beaucoup des Gold 4, malheureusement, dans votre carrière. Ça sera inférieur à 30%. C'est pour que vraiment vous preniez en compte que c'est pas parce qu'il y a marqué BPCO que c'est juste quelqu'un qui est plus fragile à faire des crises qu'il va falloir, attention, se protéger en période de grippe, faire le vaccin. Non, c'est quelqu'un qui est fragile au quotidien, qui est diminué. Tous les BPCO ne se valent pas, et j'insiste, deux Gold 4 d'une chambre à l'autre ne sont pas les mêmes, et vous allez voir pourquoi. Un Gold 1, en moyenne, il peut se faire une marge de 500 mètres, selon certaines études statistiques qu'on a mesurées. Il peut le faire, tranquille. Un goal de 4, il est soufflé au repos. Comme je t'ai dit, ne va pas lui demander l'impossible. Et ça, c'est important dans la prise en charge et l'éducation thérapeutique de fixer des objectifs réalisables. S'il n'arrive pas à aller aux toilettes, se doucher tout seul, se tenir, s'il n'y arrive pas, c'est que c'est un goal de 4 grabataire. Voilà, on ne peut pas, hein, c'est comme ça. C'est parce que justement, la prise en charge en amont n'est pas bonne. Parce que vous allez voir qu'avec un goal de 4, on peut quand même faire des choses intéressantes. La clé du succès, c'est de connaître le patient, son VEMS, pas juste antécédent BPCO, plus le gold, c'est la base du raisonnement clinique. Un même gold ne donnera pas le même patient sur deux patients identiques. Deux gold 3, j'insiste, deux patients gold 3 ne vont pas réagir pareil à la détresse respiratoire. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui ne prend pas en charge, qui n'est pas résilient, qui n'est pas observant, le jour où il va avoir une crise, eh bien, ça sera tout pour ta pomme. Parce que lui, ça va être compliqué de le gérer et d'en sortir, ça sera beaucoup plus long. Alors qu'un gold 3 qui se prend en charge et que tu l'aides au quotidien, je peux te dire que tu seras content quand il fera une crise, ça va être gérable beaucoup plus facilement. Et ça, c'est bon pour ton travail à toi, ça te rassure, et c'est vraiment bon pour lui parce que c'est pour lui à la base qu'on est là. Donc juste gold, non, le terrain change tout, le gold seul ne suffit pas, même stade, mais pas la même résistance. Les variables, qu'est-ce qui va varier? On a commencé un petit peu à spoiler déjà. Eh bien, le traitement. Quel est le traitement qu'il a? Déjà, est-ce qu'il est bien adapté? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il est observant sur son traitement? Parce que s'il a juste une bouffée de ventoline en cas de détresse, avec un petit peu d'aérosol, qu'il a pas ses pipettes comme il faut, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que chez lui, à domicile, il a la capacité? Est-ce qu'il a des infirmiers? Est-ce qu'il a de l'entourage? Est-ce qu'il renouvelle à chaque fois le stock à la pharmacie comme il faut? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vit dans un milieu précaire et c'est très difficile d'être observant? Tout ça, c'est en prendre en compte. N'allez pas commencer une éducation thérapeutique sur quelqu'un qui n'a pas les moyens, il faut vraiment s'adapter. Le sport, voilà, n'allez pas lui dire de s'inscrire à de l'équitation, du golf et à l'aérox si déjà il n'a pas les capacités physiques et s'il n'a pas les capacités financières. Donc, est-ce qu'il a un sport adapté, régulier, un suivi avec un kiné respi, un suivi avec un pneumologue? Est-ce que c'est régulier? Ça, c'est ultra important, hein, c'est de savoir ça. Parce que derrière, quand il va taper la crise, si il coche toutes ces cases, déjà, on a plus de chances. Suivi régulier, résilience. La clé, c'est l'éducation thérapeutique adaptée. Ça réduit le trou de la Sécu, hein. Au passage, je vous le dis, c'est vraiment un coût hospitalier énorme en termes de santé publique. Vous ne vous rendez pas compte, c'est un coût, une charge pour les soignants quand ça part en détresse respiratoire aiguë. Et surtout, 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 c'est le patient qui a au bout qui souffre. L'évolution, eh bien, respiration plus efficace si on coche toutes les bonnes cases. On n'a pas plus de recrutement d'alvéoles, hein. On ne recrute pas plus d'alvéoles avec cette pathologie, c'est incurable et c'est vraiment progressif. Par contre, on peut mieux respirer, faire mieux avec moins. On peut y arriver avec un BPCO, s'adapter physiologiquement
à cette pathologie pour qu'il arrive quand même à faire des choses au niveau autonomie malgré une diminution de ses capacités. En résumé, la gravité, eh bien, ça se voit avec le score Gold. La réponse, elle est sur le terrain. Les Gold ne donnent que la gravité et le terrain, ça donne la vraie réponse. Les détresses respiratoires, comme on va le voir, avec la conduite à tenir, CAD, j'aime bien cet acronyme. Les trois signes, cyanose, agitation, dyspnée. Et là, j'insiste sur les deux derniers. Parce que si vous voyez le premier, je l'ai vu malheureusement dans ma carrière, je suppose que vous l'avez vu, si vous voyez le premier, c'est la cata. Grossièrement dit, excusez-moi, mais c'est un peu la merde. Parce que si les cyanoses sont déjà visibles, c'est que là, on est vraiment engagé, on va rentrer en état de choc. Je préfère que vous essayiez d'observer les signes de recoloration cutanée augmentée au-delà de 3 secondes. Hein. Je préfère que vous allez chercher des signes, les pré-signes, vraiment les prodromes d'agitation, de confusion. Apprenez à connaître votre patient parce que le jour où il change de comportement, là, c'est un des premiers signes de détresse respiratoire. Peut-être qu'il est en hypercapnie. La dyspnée, apprenez à valser et à danser avec sa dyspnée. Il faut la connaître quand vous êtes dans vos services mieux que votre femme. Oui, il faut connaître cette dyspnée. Comment est-elle chez ce patient? Est-ce que c'est une dyspnée gentille, douce et prévenante? Ou est-ce qu'au quotidien, c'est une dyspnée agressive? Parce que si c'est une dyspnée gentille, douce et prévenante, le jour où le matin vous ouvrez la porte et vous le voyez que là, pouah, il a un épisode un peu plus aigu, concentré, ça va annoncer peut-être une détresse respiratoire. Mais si vous apprenez à le connaître, ce patient, vous allez le déceler. Chaque minute compte. Alors, au final, est-ce qu'on lui met de l'oxygène ou pas? Maintenant qu'on en sait un peu plus que 80% de la plupart des stagiaires qui iront en pneumologie. Eh bien, bien sûr qu'on lui met. Si on lui met pas d'oxygène, là, si j'ai pas d'oxygène, la vidéo s'arrête, hein. Malheureusement, pour la plateforme que j'aime tant, la vidéo s'arrête, je tombe par terre. Que je sois BPCO ou pas BPCO, peu importe l'étiquette que j'ai. Eh bien, BPCO, c'est pareil. Traitez toujours ce qui tue en premier. Quand vous savez pas quoi faire, le plan neuro-cardio-respi pour gérer, voilà, comment il est sur ces trois états-là, et surtout, quelle est la priorité? La priorité, c'est l'oxygène. Si j'ai pas d'oxygène, pas de vie, hein. Comme on dit dans le film, pas de palais, et là, pas d'oxygène, pas d'oxygène, pas de vie. Donc, mettez l'oxygène. La question, c'est à combien? Bien sûr, l'hypoxie, elle tue d'abord, et l'hypercapnie, on la gérera après. C'est ça l'adage qu'il faut se rappeler. L'objectif cible, 88-92% pour un BPCO. Et là, c'est pareil. N'allez pas vous figer sur les valeurs théoriques. Il y a des BPCO à 85% qui sont flambant neufs, hein, beaucoup mieux que nous. Je sais pas, mais de leur faciès, moi j'ai déjà vu des BPCO qui sont flambant neufs à 85%. Voilà. Alors, est-ce qu'on va leur balancer 15 litres parce qu'ils sont à 95, à 85? Non! Reliez toujours les signes cliniques, son état clinique, avec les paramètres. L'objectif cible, c'est théorique 88-92 pour permettre des échanges gazeux corrects, mais derrière, quel est son état clinique? Est-ce que à 88, la gazométrie est bonne? Parce que peut-être qu'elle était déjà pas mal à 85. Donc peut-être que du coup, ça sert à rien de mettre 15 litres et qu'on va monter progressivement. Donc, un BPCO en détresse respiratoire aiguë, il va falloir balancer, hein. S'il faut monter jusqu'à 15 litres au masque à haute, on le fera de manière progressive, on le fera. On corrigera l'hypercapnie derrière. L'objectif cible, c'est la valeur théorique. Reliez toujours l'état clinique. En traitement, mais bronchodilatateurs, corticoïdes, VNI. La VNI, c'est vraiment, voilà, quand on en arrive au stade de VNI, déjà, je trouve qu'il faudrait regarder selon les études, mais on ne la met pas assez précocement de manière quotidienne. Parce que déjà, c'est un temps d'adaptation, c'est vraiment un changement de vie pour le patient, d'avoir un masque comme ça. Donc, la VNI, au plus tôt on la met, au plus tôt on soulage les muscles respiratoires, au plus tôt on permet au patient derrière d'augmenter ses capacités pulmonaires si on fait tout le traitement dans son ensemble. La VNI, c'est vraiment un plus qui peut les aider et prolonger leur vie. Alors, on regarde bien sûr la saturation pour doser à combien on monte l'oxygène, surtout la rapidité à laquelle on va monter, la fréquence respiratoire et surtout la gazométrie. Et là, on va rigoler sur la gazo parce que c'est toujours la même histoire. On se jette en permanence sur l'oxygène et le gaz carbonique. Parfois, on est un petit peu plus poussé et on va regarder les bicards. Par contre, bien souvent, on oublie les lactates. Et les lactates, c'est la base. Quelqu'un qui a des lactates supérieurs à 2, même s'il a une oxygène qui remonte sur la gazométrie, si les lactates sont supérieurs encore à 2, ça veut dire qu'il y a une souffrance cellulaire. Ça veut dire qu'à l'intérieur même des cellules, là où il y a la mitochondrie qui produit l'énergie, la mitochondrie, elle est en sueur. Donc les échanges gazeux vont être superficiels. Ce que tu vois remonter sur la gazo, là, c'est artificiel, l'oxygène. Si les lactates restent supérieurs à 2, il y a une souffrance cellulaire, le patient souffre. Donc, un élément à ne pas négliger. Un exemple chiffré, une SPO2 à 82%, avec de l'oxygène à 2-3 litres, on peut, sur une détresse respiratoire, monter à 88-92 si on agit rapidement, encore une fois, si on repère les signes d'agitation, confusion, de dyspnée rapidement. Bien sûr, ça va pouvoir remonter rapidement, encore une fois, sur par exemple un Gold de 3 qui a l'habitude d'avoir un traitement et un suivi régulier. Tu prends le même Gold de 3 qui n'est pas du tout observant et qui est beaucoup plus fatigué, eh bien lui, il va avoir beaucoup de mal. Peut-être que lui, oui, on va lui mettre les 15 litres beaucoup plus rapidement au masque à haute. Donc attention, n'oublie pas, deux Gold de 3 ne se valent pas. Résultat, il faut bien connaître son patient, bien le traiter dans son ensemble, adapter la prise en charge,
anticiper, observer et adapter. Vraiment, tu en sais plus maintenant que 80% des soignants qui vont rentrer en stage en pneumo. J'espère que cette vidéo vraiment t'aura aidé parce que le BPCO, c'était vraiment important pour moi qu'on ne mette pas que cet antécédent-là. Quand on voit BPCO, il faut aller chercher le VEMS, le Gold, l'état clinique, ses capacités, son entourage, comment c'est à la maison. Est-ce que lui, c'est quelqu'un qui peut faire... Voilà, il y a tous ces éléments à regarder. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voici les sources en bas. Cette première vidéo, je suis très content de l'avoir faite sur la plateforme. J'espère pouvoir vous retrouver très vite. Allez, ciao!